Aujourd'hui pour une rencontre avec Natacha Levé, qui est donc maîtresse de conférence à l'université de Limoges et qui est donc grande spécialiste française du roman noir français. Et elle est ici pour nous parler de son ouvrage qui est sorti en février 2024 de cette année, qui s'intitule « Le roman noir, une histoire française » et qui a reçu le prix très prestigieux Claude Mesplède de Quai du Polar. Donc on est très heureux et heureuse de la recevoir aujourd'hui. Je profite d'avoir la parole pour faire un petit mot de service. À l'issue de la rencontre, il y aura une vente du livre de Natacha Levé juste ici, avec une libraire qui sera là pour vous vendre les livres, qui pourront être dédicacés éventuellement, puisque Natacha a accepté de se prêter au jeu. Merci à elle. Aussi, je crois que vous avez hérité d'un petit questionnaire sur vos chaises, donc n'hésitez pas à le remplir. Il s'agit d'une enquête de public d'un étudiant de la Sorbonne. Donc voilà, vous participez à une grande enquête sur les publics des bibliothèques de la ville de Paris. Donc je vous remercie d'avance de bien vouloir le remplir. Enfin, je fais une petite annonce de la suite de notre programme à la Bilipo, puisque le 14 décembre, samedi 14 décembre, nous recevons Pierre-François Lebrun, qui est documentariste et qui a travaillé sur l'affaire Seznec, que vous connaissez peut-être, à l'occasion des 100 ans du procès. Il vient nous présenter son documentaire qui sera projeté et il fera ensuite une présentation. Donc ce sera le 14 décembre à 15h. Et je fais passer une petite feuille d'inscription pour celles et ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Et je laisse tout de suite donc la parole à Natacha Levé. Merci. Merci. Merci à Alice Jacquelin, merci à Sylvika aussi qui avait lancé l'invitation au moment de la sortie du livre, en gros. Donc je suis ravie d'être parmi vous cet après-midi. Alors je ne vais pas vous faire de conférence à proprement parler, on est samedi après-midi, on va s'étendre un petit peu quand même. Mais bon, je suis bavarde, donc comptez sur moi pour soliloquer. Voilà, quand je sentirai des signes de lassitude parmi vous, je songerai à m'arrêter, je vous rassure. Alors je vais commencer par vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée à publier ce livre, c'est-à-dire qui je suis, un petit peu, pour vous montrer les points qui ont jalonné la construction du livre. Donc comme Alice l'a dit, je suis enseignante-chercheuse à l'université de Limoges. Je suis littéraire, j'ai d'abord commencé comme prof de lettres dans le secondaire, collège-lycée. Et puis ensuite, j'ai commencé à enseigner dans le supérieur. Mais c'est à ce moment, enfin j'y mets, vous allez comprendre pourquoi je dis mais, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de faire une thèse, qui n'était pas une très bonne idée en termes de chronologie parce que le service d'enseignement était très lourd, mais j'avais envie de faire une thèse sur le roman noir français. Alors, il y a eu des petites étapes, juste après avoir passé les concours d'enseignement. J'ai commencé à lire Jean-Patrick Manchette. Voilà, donc ça a été le déclencheur, on va dire. Et Manchette reste très très haut dans mon petit panthéon personnel. Et puis, il se trouve qu'à Limoges, à l'université de Limoges, il existe depuis 40 ans cette année une équipe de recherche. Techniquement, c'est une sous-équipe maintenant, mais peu importe. Qui, lors de sa fondation, a commencé à travailler sur ce qu'on appelait à l'époque les littératures populaires. On parlait pas encore à l'université de littérature de genre. Il y avait d'une part Hélène Constant qui travaillait sur le roman sentimental, et d'autre part il y avait Jean-Claude Vareille qui travaillait de son côté alors sur le roman feuilleton et puis sur les romans policiers, on va dire, du tout début du XXe. Parmi les auteurs sur lesquels il travaillait, il y avait bien sûr Maurice Leblanc, par exemple, et puis il y avait Gaston Leroux, etc. Bon. Et il se trouve que j'ai eu ces deux enseignants en cours, mais pas du tout sur ces sujets-là. Mais du coup, ça se savait parce que, alors, je suis certes d'un âge vénérable, mais j'étais quand même pas là au début où ils ont commencé à travailler là-dessus. Et vous
imaginez bien qu'il y a 40 ans à l'université, imposer ce type de sujet de recherche, ça n'était pas évident du tout. Donc ils ont vraiment joué un rôle de pionnier. Donc la conjonction des deux, ma découverte de Manchette et la prise de conscience aussi qu'il y avait une équipe de recherche qui travaillait sur des corpus moins légitimes aux yeux de l'université, eh bien ça m'a donné envie de m'inscrire en thèse. Alors à l'époque j'ai commencé par faire l'équivalent aujourd'hui d'un Master 2, à l'époque c'était un DEA sur Manchette justement. Et puis ensuite, en thèse, je suis passée à une autre période plus contemporaine, puisque j'ai travaillé sur le roman noir français des années 1990 à 2000. J'avais, je crois, une cinquantaine d'auteurs dans mon corpus. Et il se passait dans cette décennie-là des choses qui m'intéressaient. Bon, je vais y revenir plus ou moins. Je fais cette thèse, j'ai la chance d'être recrutée, et puis les logiques d'équipe, de projets collectifs m'emmènent vers d'autres choses. Donc j'ai travaillé sur Sherlock Holmes, vous voyez qu'on est quand même un petit peu loin malgré tout du roman noir. Les logiques d'équipe aussi, et Alice Jacquelin qui est ici présente a participé aussi à ce projet, ont fait que j'ai travaillé sur le polar européen, enfin sur les circulations du polar en Europe, etc. Donc ça m'a un petit peu détourné de mon objet d'étude premier, le roman noir français, mais pas tant que ça finalement. Et surtout, ça m'a permis d'élargir un peu mon périmètre et d'élargir mes perspectives, en tout cas. Et puis, j'étais embêtée en tant qu'enseignante et surtout en tant qu'encadrante de mémoire, de master, mais aussi de travaux plus ponctuels, de dossiers que rendaient les étudiants. J'étais embêtée quand il fallait leur conseiller des ouvrages un peu panoramiques sur le roman noir. Parce que des articles, il y avait déjà des thèses qui portaient sur le roman noir français, mais il n'y avait pas eu depuis le Que sais-je de Jean-Paul Schwegauser en 86, il n'y avait pas eu d'histoire du roman noir français. Or, il s'en est passé des choses depuis 86, et en plus, mes étudiants souvent travaillaient sur des corpus très récents, pour ne pas dire ce qui les entourait immédiatement. Donc j'étais toujours embêtée. Là-dessus est arrivée la pandémie. J'ai eu envie de faire un ouvrage, vous savez comme font les anglo-saxons, ce qu'on appelle des companions, qui sont des ouvrages un peu panoramiques, mais qui comportent aussi des propositions d'activités. Bon, alors sur les éditeurs français, ça les a pas du tout emballés. Voilà. Dans un premier temps, ça a mordu, et puis après, non, ça leur allait pas. Et je me suis finalement lancée dans la construction d'une histoire du roman noir français. Et en revanche, les PUF, il n'y a eu aucune difficulté. En fait, je voulais faire un ouvrage qui correspondait à ce que Benoît Tadier avait fait avec ses deux ouvrages sur le polar américain, voilà. Et notamment le dernier. Alors, je vous disais, il s'en est passé des choses et j'avais choisi pour ma thèse la décennie des années 90 pour des raisons précises. Ce qui m'intéressait dans cette décennie, bon, ça commence avant, mais le roman noir, le roman policier dans son ensemble d'ailleurs, a gagné en reconnaissance, en légitimité. Ça n'est plus honteux depuis un moment quand même de lire du polar, quelle que soit la forme de fiction criminelle. Mais cette reconnaissance, elle prenait aussi un visage qui me questionnait, parce que dans les années 90, justement, il y a des auteurs qui s'extirpent, si je puis dire, des collections polareuses pour aller vers des collections blanches et qui, dans un premier temps, ne changent pas fondamentalement d'écriture, voire pas du tout. Alors, je pense par exemple à Daniel Pénac, pour les Malocènes, la petite marchande de prose est sortie en blanche, alors que les deux précédents étaient sortis en série noire. Il y a Virginie Despentes aussi. C'était pas des collections polareuses à proprement parler, quand elle est chez Florent Massot, mais il y a un côté un peu trash, un peu pop culture dans les publications de cet éditeur. Quand elle passe chez Grasset, on sent bien qu'elle change de catégorie. Or, Les Jolies Choses, qui est le roman par lequel
Elle est arrivée chez Grasset. Alors pour moi, hein, c'est un roman noir. Il y a aucun, enfin, je ne vois pas de différence fondamentale. Elle est peut-être un petit peu plus sage, c'est un petit peu moins hardcore dans l'écriture, mais c'est un roman noir. Et miracle de l'étiquetage ou du non-étiquetage éditorial, la presse à l'époque aborde ça comme un roman, pas du tout comme un roman noir. Donc je me demandais à l'époque, mais finalement le roman noir est-il soluble dans les collections blanches, en quelque sorte. Donc ces phénomènes-là m'intéressaient, puis vous voyez bien que ça a continué, dans une certaine mesure, avec Nicolas Mathieu, dont on sait très bien qu'ils n'auraient pas eu le bon cours si leurs enfants, après eux, étaient sortis en acte noir, comme Aux animaux la guerre. Alors après, on peut discuter, est-ce que c'est encore un roman noir, patata, mais n'empêche, il n'a pas non plus changé fondamentalement d'écriture, contrairement par exemple à ce qui s'était passé pour Daniel Picouli, qui est de la génération Pénac, qui a commencé en série noire et qui a obtenu un énorme succès avec, je vais déformer le titre, c'était Le Chant de Personne, ouais, c'est ça, quelque chose comme ça, voilà, qui était un récit assez autobiographique, mais là, effectivement, qui n'avait plus rien à voir avec ce qu'il avait publié en série noire. Et l'autre point de mon intérêt, du coup, s'est porté sur ces effets des collections, des maisons d'édition sur la saisie, la réception de romans qui pouvaient ne plus être perçus comme des polars. Et c'est vrai que le roman noir le permet, puisque, comme je vais le dire dans quelques instants, le roman noir est beaucoup moins codifié que d'autres formes de fiction criminelle, par exemple le récit d'énigmes. Donc il peut plus facilement glisser hors collection générique. En tout cas, lorsque j'ai commencé à réfléchir à ce bouquin, j'avais ce travail de thèse derrière moi, j'avais bien sûr d'autres réflexions, d'autres travaux. Il y avait tout ce qu'on avait pu faire donc, autour, alors dans un premier temps, des grandes figures populaires des personnages de l'Europe, c'est ce qui m'avait amené à travailler sur Sherlock Holmes. Il y avait donc tout ce qu'on avait fait pour ce projet européen sur, comment dire, forme d'Europolar, qui n'existe pas vraiment, mais on va dire ça pour aller vite. Et donc j'avais continué, si vous voulez, à réfléchir à toutes ces questions. Une des premières... voilà. Un des premiers problèmes qui se pose quand on parle de roman noir, c'est que finalement, il y a la question du nom du genre, tout simplement. Vous voyez, là j'ai dit roman noir, j'ai dit polar, etc. Et je ne sais pas si ça vous arrive en tant que lecteur et lectrice, mais parfois on discute avec des gens, on dit « Ah, moi j'adore le polar, tiens, moi aussi », ou « J'aime le roman noir, moi aussi ». Puis au bout d'un petit moment où on discute, on se rend compte qu'on ne parle pas du tout de la même chose. On ne met pas les mêmes choses derrière. Et ça, c'est ni un vrai problème ni un faux problème. Ça peut sembler être une préoccupation universitaire, mais quand même, les termes charrient des choses. Et on voit bien que chez les auteurs, notamment, les termes charrient des choses. Si vous demandez à Jean-Bernard Puy s'il écrit du polar, il va vous dire que ça ne va pas la tête. Moi, j'aime pas les flics. Dans les polars, il y a la police. Voilà. Enfin, je caricature son propos, mais à peine. Il a entendu dire des choses à peu près comme ça. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Donc les noms de genre sont investis par différentes choses. Donc il fallait déjà que je sois un petit peu au clair avec ça. Il se trouve que à peu près un an avant que je me soutienne, une autre thèse sur le roman noir avait été soutenue. C'est celle de Stéphanie Delestrée, qui est aujourd'hui la patronne de la série noire. Et elle avait fait un travail considérable dans sa thèse de généalogie, si je puis dire, de la locution, de l'expression roman noir. Donc elle avait beaucoup travaillé là-dessus. Donc ça, ce sont des choses que j'ai pu reprendre voilà, dans l'ouvrage, montrer comment elle avait bien
retracer un petit peu l'apparition de ce terme qui apparaît en gros, je vais simplifier, dans l'entre-deux-guerres, et pas forcément à propos de ce que nous appellerions roman noir. Je suis partie aussi à la recherche du terme polar, quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il s'impose, plus tard, vous en doutez que la locution roman noir. Et puis voilà comment on situe le roman noir dans l'ensemble roman policier, sachant que le roman noir, on dit souvent qu'il vient du roman noir américain, c'est-à-dire du hardboiled. Et puis maintenant, vous avez remarqué comment l'étiquette thriller englobe tout, parfois, notamment sur les noms de collection, ou bien dans la presse, voilà, on lit du thriller, et là c'est pareil, on se rend compte qu'on ne parle pas des mêmes choses. Donc il fallait que je fasse un petit peu des mises au point là-dessus, d'autant que l'autre jour je travaillais là-dessus avec mes étudiants sur le mot thriller, et si vous tapez thriller sur une plateforme de streaming, vous allez voir sortir des films et des séries qui n'ont rien à voir. C'est juste que le thriller, c'est aussi une forme de tension narrative qui nous met effectivement dans un état d'attente, mais aussi dans la science-fiction, dans le film d'action, etc. Donc ces noms de genre, c'est déjà, c'est une espèce de pelote enchevêtrée, et c'est assez compliqué d'y voir clair. Donc pour Polar, par exemple, eh bien, j'ai fait comme Stéphanie Delestrée l'avait fait pour la locution roman noir, j'ai dépouillé la presse. J'ai dépouillé la presse pour voir quand est-ce que ça apparaissait. Ça apparaît notamment beaucoup à propos du cinéma. Mais d'ailleurs, là je ne le fais pas figurer, mais il y a un autre label qui arrive assez vite, y compris à propos des films, c'est Série Noire. Un tel a réalisé une série noire, sans majuscule ni rien. Vous voyez, la collection a fait genre, si je puis dire. Bon, il y avait ça. Je ne vais pas développer davantage, mais c'est un premier élément dont il faut se saisir quand on fait ce type de travail. Et je suis peut-être passée à côté de certaines choses. Voilà, parce que vous savez bien que je n'ai quand même pas dépouillé toute la presse, mais voilà, j'ai pu quand même repérer des choses. Alors, du coup, qu'est-ce que j'appelle roman noir, indépendamment de ces considérations sur les noms de genre. Ce qui fait que le roman noir est un petit peu compliqué à définir, c'est c'est une forme assez souple, littérairement. J'y reviendrai peut-être à propos des origines du genre. En gros, il y a des romans noirs. Bon, déjà, pardon, une petite chose, c'est que oui, je situe le roman noir dans l'ensemble de ce que je vais appeler les fictions criminelles, qui rassemblent tous les types de récits policiers, thrillers, etc. Voilà. J'aime bien le terme de fiction criminelle parce que comme ça, on ne se fait pas taper les doigts par pluie, on n'emploie pas le mot thriller qui ne plaît pas à certains, etc. Donc ça relève bien des fictions criminelles. Je le précise parce que certains auteurs, justement, vous diront non, moi j'écris du roman noir, c'est pas du polar, c'est pas du récit policier, on n'est pas dans les littératures de genre. Mais c'est vrai qu'à partir de là, il y a plusieurs formes de romans noirs. Il y en a une bonne partie qui reprend la structure de l'enquête, qui est si fréquente dans le polar, à commencer par l'un des auteurs reconnus comme étant le fondateur du roman noir en France, Léo Mallet, avec Nestor Burma. Bon voilà, on est bien dans un récit d'enquête, même si c'est un privé, et c'est une tradition alors qui est reprise en partie effectivement aux auteurs américains, mais qui perdure. Là, je vous ai mis quelques couvertures. Bon, Manchette l'a fait avec Morgue Pleine et Queneau. Hugues Pagan, voilà, avec son inspecteur Schneider, reprend aussi la logique de l'enquête. Et pour prendre une parution toute récente, Fond Noir de Xavier Boissel, c'est aussi du récit d'enquête. Alors après, ils peuvent jouer avec, c'est-à-dire que l'enquête peut passer au second plan, ça c'est autre chose. N'empêche que le roman est structuré autour
d'une enquête. Mais le roman noir ne comporte pas forcément d'enquête. Et je dis ça, ce n'est pas lié au statut de l'enquêteur. Là, dans les 4 exemples que je vous ai mis, ce sont soit des privés, soit des policiers. Mais ça pourrait être des journalistes, c'est pas la question. Non, là, je pense aussi à des romans où il n'y a pas d'enquête. Il peut y avoir une enquête un petit peu en fond ou un personnage d'enquêteur qui apparaît ça et là. Mais là, on est dans des récits qui suivent des trajectoires criminelles. Ces trajectoires criminelles peuvent être le fait, si je puis dire, de ce que j'appelle les criminels professionnels. Vous allez suivre, je ne sais pas, le récit de la préparation et de la réalisation d'un braquage, par exemple. Ou même d'un récit tueur à gages, et ça s'ouvre sur l'un de ces meurtres. Là, je vous ai mis Fatal, parce que Fatal, je me rappelle, elle est une tueuse à gages dans le roman de Manchette. Mais c'est aussi, et c'est là que souvent on a des auteurs qui disent non, non, moi je ne suis pas dans le roman policier. On a aussi des romans noirs qui nous relatent des trajectoires criminelles, mais d'individus qui sont comme vous et moi, c'est-à-dire des gens ordinaires qui, à un moment, acculés par les circonstances, ou en tout cas dans des circonstances données, font les mauvais choix, on va dire, et basculent du côté de la criminalité. Je ne sais pas, pour prendre un exemple, pour le coup états-unien, le facteur sonne toujours 2 fois, c'est tout à fait cela. Alors là, j'ai repris du Léo Mallet, sa fameuse trilogie noire. Là, je vous ai mis La vie est dégueulasse. On est dans cette configuration avec des romans qui, du coup, sont beaucoup moins codifiés, même si en France, il y a souvent une reprise du roman des bas-fonds de l'entre-deux-guerres. On va s'intéresser à des milieux un peu interlopes, gangstérisme, prostitution, voilà, petit trafic en tout genre. Et j'y reviendrai, il y a quand même des sacrées différences avec les récits hard-boiled états-uniens du côté français. Donc vous voyez que c'est un genre moins codifié. Là, je vous dis, genre moins codifié, roman des bas-fonds, hard-boiled états-uniens. S'il est si souple, ce genre-là, c'est parce qu'il puise à différentes traditions ou qu'il, qu'il se situe dans des héritages assez divers et variés. Alors, spontanément, quand on essaye d'évoquer le roman policier, vous savez, on dit ça commence par le récit d'énigmes, il y a ensuite le roman noir, et arrive ensuite le thriller, qui apparaît un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, qui se développe surtout après. Et alors que le récit d'énigmes à la Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, est inventé, si je puis dire, des 2 côtés de l'Atlantique, en Europe et aux États-Unis, par Edgar Allan Poe, par Gaboriau et d'autres, le roman noir serait une création purement états-unienne, datant des années 1920-1930. Je vous renvoie aux travaux de Benoît Tadier et à ces 2 ouvrages extrêmement lumineux pour comprendre comment ça se forge. Et nous, en France, nous serions dans un roman noir qui serait l'imitation de ce roman noir états-unien, de ce hard-boiled états-unien, au moins dans un premier temps, imitation qui commencerait alors pendant la guerre, 120 rue de la Gare est publié pendant la Seconde Guerre mondiale, mais surtout bien sûr avec l'apparition des collections d'après-guerre, au premier rang desquelles la série noire, avec ses premiers romans français publiés sous pseudo Amerloc. À la série noire, c'est Terry Stewart et John Avila, mais pensez à Boris Vian, Vernon Sullivan, etc. Alors moi, il me semble que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a bien sûr cette impulsion majeure donnée par les États-Unis,
et l'avènement chez eux d'une forme de fiction criminelle nouvelle qui est en rupture, pour ne pas dire en opposition, avec les récits d'énigmes. Ça, c'est évident. Mais quand on regarde un petit peu le roman noir français, ses premières œuvres, il y a cette part d'imitation. Alors, je fais attention parce que je suis parfaitement capable d'oublier mes diapos. Je le fais aussi beaucoup en cours. Voilà, et plus j'ai oublié. Il y a cette filiation, mais il y a d'autres choses. Je vous disais, les trajectoires criminelles du roman noir français, elles sont assez différentes des trajectoires criminelles des romans noirs américains. Ouais, nous, c'est quand même petit trafic et compagnie. Ils sont pas bien brillants, hein, les gangsters à la française. Ils sont assez minables. Certains ratent constamment ce qu'ils font. Il y a toujours un mouton noir, vous voyez, dans le lot qui fait tout rater, etc. Donc c'est tragique, hein, parce qu'en général, il faut attendre pour que ça devienne des polars amusants, mais dans un premier temps, c'est juste consternant. Ils sont violents avec les femmes, enfin bon, c'est vraiment affligeant. Et ça, il y en a dans les romans hard-boiled, mais quand même, comment dire, ils sont un tout petit peu plus malins pour certains. C'est-à-dire qu'on a aussi des trajectoires criminelles assez flamboyantes. Elles peuvent se terminer mal aussi, parce que le roman noir, j'ai bien en tête, est quand même fondamentalement pessimiste, voire tragique, mais ils sont d'un autre braquet. Nous, ils sont juste minables. Et ça, c'est un héritage du roman des bas-fonds, bien français pour le coup, de l'entre-deux-guerres, avec des quartiers de la pègre parisienne, de la petite criminalité parisienne, ou marseillaise, ou toulonnaise, qui sont très bien identifiés déjà dans l'entre-deux-guerres. Alors, je ne vais pas commenter tout le schéma que j'avais fait en m'arrachant bien des cheveux, mais voilà, vous voyez, pour aboutir au roman noir français, il y a effectivement l'imitation du roman noir américain, avec le moment décisif en la matière des années 45 à 50, qui ne concerne d'ailleurs pas que le polar. C'est ce que la chercheuse Anne Cadin appelle le moment américain du roman français. Il y a 5 années où voilà, les productions américaines reviennent ou arrivent en masse, et donc il y a un effet d'imitation et en tout cas d'imprégnation très forte. Mais il y a aussi donc le roman hard-boiled qui transite par le film noir. Voilà, et on a ces deux grandes veines, et celle-ci est plutôt issue d'une tradition plus française, vous voyez. Bon, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose à mon schéma, j'espère que oui, mais voilà. Et puis il y a une influence importante qui est le roman prolétarien, aussi un petit peu le roman populiste, qui sont deux mouvements de l'entre-deux-guerres, des années 30, et qui me semblent avoir une influence majeure pour les premiers auteurs de romans noirs français, au premier rang desquels John ou Jean Amila, alias Jean Becker, mais il y en a d'autres, hein, on le voit très très bien dans leur trajectoire. Bon, ça c'était pour les origines. Il fallait, si je voulais faire une histoire du roman noir français, que j'essaye de penser des périodes. Vous voyez, et ça c'était aussi un petit peu compliqué. Alors il me semblait qu'il y avait bien sûr la question des fondateurs, ça n'a pas beaucoup de sens de le dire comme ça, mais enfin, voilà, des premiers auteurs de romans noirs français. Donc je disais que Léo Mallet, il y a un peu un consensus. Il est celui qui vraiment marque la naissance d'un roman noir à la française, avec d'abord Nestor Burma, et puis très rapidement les deux premiers volumes de ce qu'on rassemblera ensuite sous le titre de la trilogie noire. Et finalement, il illustre les deux grandes tendances, en tout cas récit d'enquête
récit d'une trajectoire criminelle, hein, sachant que lui se situe plutôt du côté des trajectoires de dèche ordinaire. Et puis, je trouvais aussi qu'il y avait un autre auteur qui était important dans la jeunesse du noir, c'était Simenon. Alors on pourrait parler de Maigret, mais je pense bien sûr surtout aux romans durs, hein, qui sont dès les années 30 des romans noirs. Et vous voyez par exemple Simenon, il n'est pas question d'une influence américaine pour lui. J'ai eu l'occasion depuis la parution du bouquin d'en discuter une fois avec son fils John Simenon, qui m'a confirmé que d'abord, il n'avait pas du tout envie c'est pas du tout une influence qu'il revendiquait, bien au contraire. Et au moment où il commence à écrire, il n'a pas lu les Américains, hein, les auteurs de Hardboiled. Donc voilà. Après, il peut y avoir des influences plus indirectes, mais voilà, si vous avez lu certains de ces romans durs, vous voyez bien qu'on est quand même très très loin d'un imaginaire états-unien, même si, ayant lui-même vécu aux États-Unis, il a aussi écrit sous pseudo quelques ouvrages qu'on peut voir comme des pastiches, hein, en quelque sorte, tout comme Léo Mallet en a fait pendant l'occupation, puisque la France, ayant été privée durant ces années-là des productions américaines, eh bien, il a bien fallu proposer, enfin il a bien fallu, je sais pas si c'est présenté comme ça, des ersatz, hein, et donc Frank Harding, vous le savez sans doute, était l'un des pseudos de Léo Mallet parmi d'autres, et il y avait comme ça une maison d'édition qui s'était fait un petit peu une spécialité de ce type d'imitation. Après, il y avait bien sûr la période de naissance du roman noir français à proprement parler, avec ce moment américain, où on est encore beaucoup dans l'imitation, mais où très rapidement il y a une réappropriation des codes même du roman noir américain. Et c'est le moment où se développe dans toutes les collections un roman noir très français, je vais dire, en tout cas avec des codes spécifiques, avec des figures aussi, hein, qui reviennent et qui sont plutôt françaises qu'états-uniennes. Donc moment américain, réappropriation, qui au bout d'un moment va aussi tourner à l'auto-pastiche. Je vous renvoie au film Dialogué parodiard, hein, voilà. Et à la série noire, on a aussi comme ça des séries. Vous voyez les titres, hein, les titres de la série noire qui sont souvent des jeux de mots rigolos ou en tout cas des références amusantes. On est tout à fait dans cet esprit-là. Ensuite, il me semblait assez évident qu'il y avait la rupture introduite par mai 68, en tout cas un polar post-68 art qui apparaissait. Là, je vais un peu vite parce que je ne vais pas vous faire l'histoire en long, en large et en travers. On pense bien sûr au néopolar. Alors, d'abord le néopolar, même s'il a été très important, dans la masse de la production de l'époque, c'est tout petit, en fait, tout petit. Il y a quelques auteurs, mais c'est vrai que c'est ça qu'on a retenu. Mais la majeure partie des parutions françaises se situe toujours dans la ronde des années 60, avec des séries voilà, qu'on trouve alors bien sûr à la série noire, mais aussi dans les grandes collections qui ont prospéré dans les années 50 et 60, Spécial Police chez Fleuve Noir, Un mystère. Vous aurez d'ailleurs en février une conférence aussi sur une revue, c'est sur Mystère Magazine qu'Annabelle... voilà, on a, vous voyez, dans les années 50-60, à la fois des collections, des magazines qui inondent les lecteurs de parutions de fiction criminelle. Donc, bien sûr, le néopolar est une rupture qui correspond à un moment, comment dire, que mai 68 cristallise en quelque sorte. Mais on a déjà, dans les années 60, quelques voix un petit peu nouvelles dans le polar français, ou pas nouvelles d'ailleurs, parce qu'il y a Jean Amilat qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Il y a aussi Signac, qui est
un personnage un peu à part et qui est un auteur extrêmement intéressant, qui tord les codes, qui s'amuse avec les traits du polar de manière générale. Et puis il y a un auteur qui est un petit peu oublié, je trouve, c'est Francis Crick, qui fait des choses extrêmement étonnantes et très intéressantes. Et eux, c'est pas la génération du néopolar. Ils sont plus âgés et ils commencent à publier, en tout cas ceux qui commencent à publier, c'est avant mai 68. Et puis mai 68, il y avait deux problèmes qui se posaient à moi. Le premier, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle du néopolar, tantôt on nous dit c'est dans les années 70, tantôt on nous dit c'est après 79, à partir de 79. Mais alors si c'est à partir de 79, qu'est-ce qu'on fait de Manchette, qui a déjà publié l'essentiel de ses romans? Qu'est-ce qu'on fait de Vautrin? Qu'est-ce qu'on fait de Prudhon, etc. de cette génération-là? Bien sûr, certains vont continuer à publier, mais voilà, pour moi, il y a deux moments du néopolar. Il y a la première vague, en quelque sorte, post-68 Tarde, donc pour aller vite, Manchette, Vautrin, Prudhon, j'en oublie forcément le moment où je vous parle, et puis effectivement, en 79, il se passe des choses. Il y a des revues qui sont lancées, Gang et Polar, ça n'a pas duré longtemps, voilà, elles ont marqué. Il y a pas mal de nouvelles collections qui apparaissent et qui sont en rupture avec les grandes collections habituelles. Il y a un ton nouveau. Donc vous avez des gens comme Fajardi qui arrivent dans le paysage à ce moment-là, quelqu'un qui a été important dans le monde des revues et de l'édition, Alex Varou, qui était aussi auteur, etc. Et il y a effectivement une deuxième génération. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui les lie. Et j'en arrive au deuxième problème qui se posait à moi. On fait toujours, on entend encore beaucoup dans les médias, on fait toujours du néopolar un polar engagé à l'extrême gauche. Et du coup, un polar qui serait volontiers militant. Oui, mais si vous lisez, je ne sais pas, Nada, non, on est plutôt dans un désenchantement post-68 Art qui sonne déjà le glas des engagements à l'extrême gauche. Et ça, il me semble que c'est un point commun avec le néopolar qui arrive un petit peu plus tard, et notamment les auteurs qui commencent à publier après 81, c'est qu'il y aura la désillusion post-élection Mitterrand, post-81. Et du coup, oui, là, il y a vraiment un point de convergence entre les deux. Ça ne veut pas dire que ces auteurs-là sont passés à droite ou je ne sais pas quoi. Non, bien sûr, leurs valeurs, leurs convictions sont restées les mêmes. Mais beaucoup commencent à publier du polar au moment où ils cessent de militer, en tout cas sous des formes traditionnelles d'engagement dans des partis politiques, des syndicats, etc. Donc certains vont revenir vers d'autres formes d'engagement politique, mais dans un premier temps, on voit bien qu'il y a un désenchantement. Ensuite, j'ai fait une grande période là, pour que ce soit un petit peu plus commode, à partir de 1990, en gros. Parce que là, je trouve qu'on a un gros renouvellement générationnel. Et surtout, c'est la première fois qu'à ce point, on a des auteurs qui sont importants, vous voyez, médiatiquement. Je ne parle pas forcément de chiffres de vente, mais qui font parler à nouveau du roman noir et qui ne sont pas dans l'héritage du néopolar. Pour qui même cet héritage peut être encombrant. Aujourd'hui encore, on somme beaucoup les auteurs de se situer par rapport à Manchette. Certains ne l'ont pas lu, tout simplement. Enfin, vous voyez, c'est pas une figure tutélaire autant qu'on pourrait le croire. Je le regrette un petit peu, mais voilà, c'est pas leur horizon culturel, il est souvent ailleurs. Alors, Beninx, on peut toujours hésiter, parce que voilà, certains le classent dans une forme de néopolar. Et donc, une autre chose que je n'ai pas signalée à propos de ce polar-là,
qui se déploie à partir de 68, c'est que il s'y passe ce qui a pu se passer, j'y vais à la truelle, je vous préviens, ce qui a pu se passer aussi pour la science-fiction ou pour la bande dessinée, c'est-à-dire que ce sont des arts qui arrivent à une forme de maturité et qui, du coup, commencent à être un petit peu réflexifs, un petit peu méta, c'est-à-dire que les nouvelles productions, c'est flagrant chez Manchette évidemment, commentent le genre même du polar. Et donc on a des œuvres très référencées, qui s'amusent avec les codes, qui les tournent parfois en dérision, qui vont aussi faire des incursions du côté de la littérature légitime, du roman général, de littérature générale ou d'autres choses, et qui s'amusent. C'est aussi parce que c'est une autre génération. Donc le néopolar, je trouve qu'il ne faut pas le réduire à cette question de l'engagement ou du désenchantement politique. C'est aussi une forme d'écriture polareuse qui réfléchit aux conditions même de l'existence du polar dans les années 70, un moment où c'est un genre arrivé à une forme de maturité, doté de sa propre histoire, etc. Et puis aujourd'hui, on a des auteurs beaucoup plus variés aussi dans leur pédigré, si je puis dire. Alors voilà, ça c'était la première génération. Je ne vais pas développer plus avant, parce que sinon je vais vous saouler. Voilà, vous allez vraiment de plus en pouvoir, vous allez regretter d'être venu. Ça c'était la première génération de ceux qu'on peut considérer comme des prolétariens. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le programme prolétarien, littérairement, envisageait de donner la parole à des auteurs vraiment issus du peuple, pour parler du peuple avec la manière de parler du peuple, pour le dire là aussi très très vite. Ça n'a pas marché, à part effectivement le fondateur du programme prolétarien, Henri Poulaille, les autres, ils sont plutôt issus des petites classes moyennes ascendantes. C'est pas vraiment ce que voulait Poulaille. Et en travaillant sur les trajectoires des premiers auteurs de romans noirs, là je me suis dit, ah oui mais si, c'est eux les prolétariens. Et c'est eux qui insinuent dans le récit une forme d'oralité populaire, là où justement les auteurs prolétariens retombaient toujours sur le beau langage littéraire. Voilà, donc ça c'était la première génération. Et il y a de drôles de moustiques là-dedans, qui ne sont pas toujours très recommandables. Donc là, c'est les générations assimilées au néopolar, première et deuxième vague. J'ai pris cela, j'aurais pu en prendre d'autres, et vous voyez bien sûr que Puy et Raynal ont continué et continuent à publier. Vautrin, il a évolué vers d'autres choses, mais il a fait un petit retour vers la fin de sa vie au roman noir. Je me suis ingéniée à trouver une photo de lui jeune. J'ai échoué pour Patrick Raynal. J'ai complètement échoué. Pas de photo de lui jeune. Et puis voilà, à partir des années 90, évidemment les années 2000, le renouvellement est encore plus fort. Vous avez des auteurs extrêmement différents, mais vraiment qui ont des horizons culturels différents. Vous voyez, pour un Jérôme Leroy, qui lui est un très fin connaisseur justement du néopolar et de l'ensemble de l'histoire du genre d'ailleurs, eh bien vous avez par exemple un DOA dont les références culturelles sont plutôt, au départ en tout cas, du côté de la SF. Voilà, c'est pas Pascal Dessin aussi, c'est pas du côté de la SF, mais il a d'autres références culturelles. Et ça fait que le roman noir aujourd'hui est plus diversifié que jamais. Il y a vraiment un retour des intrigues à caractère politique dans le roman noir aujourd'hui. Alors, sous des formes très différentes, mais notamment celle de la politique fiction, par exemple chez Jérôme Leroy, chez François Medellin. Voilà. Alors Thomas Brenneck aussi, qui est un auteur très intéressant, c'est très légèrement, c'est une anticipation très légère, parfois un peu dystopique, voilà, et c'est toujours passionnant. Donc tu es Jupiter, de qui il est question.
Mais on a aussi des auteurs qui, ce qu'on dirait, mais que fiche du Pagon dans une diapositive sur le politique? Bah si, parce que dans le carré des indigents, il s'intéresse à la période de transition entre Pompidou et Giscard, qui va marquer, vous voyez, c'est pas l'histoire des hauts faits, hein, pas forcément, mais c'est l'histoire politique qui, à bas bruit, à l'époque, engendre des changements phénoménaux, alors notamment dans la gestion de la police. Et donc ça, il le saisit très très finement, hein, et c'est jamais démonstratif. Et puis Benjamin Dierstein, qui à mon sens est un des plus intéressants de nos jeunes auteurs, qui sort bientôt un nouveau roman, là, et qui avait fait une trilogie absolument extraordinaire, qui commence par La sirène qui fume. La défaite des idoles, c'est le deuxième, c'est au moment du quinquennat Hollande. Voilà. Et c'est pareil, c'est en arrière-plan, mais on voit très bien que ça a une influence majeure. Bien sûr, depuis Déninx en particulier et son meurtre pour mémoire, le roman noir s'est aussi tourné vers l'histoire avec un grand H, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que le roman noir, pendant longtemps, et ça l'est encore, hein, bien sûr, c'est le roman du contemporain, hein, de l'immédiatement contemporain. Et bien, depuis Déninx, bien sûr, on a tout un tas de romans qui s'intéressent aux grandes fractures de l'histoire, majoritairement du XXe siècle, mais je vous ai quand même mis Hervé Lecor pour la Commune. Dominique Manotti, elle vous dirait que le roman noir ne peut s'intéresser qu'à l'histoire qui accompagne et suit la révolution industrielle. Et qu'avant, c'est autre chose, c'est du roman policier historique, voilà, on peut en discuter, mais de fait, on a vraiment une prédilection alors pour certaines périodes, évidemment l'occupation. Pendant longtemps, ça a été d'abord l'occupation, ensuite il y avait la guerre d'Algérie, et il y avait 14-18 qui arrivait en troisième. Maintenant, c'est plus diversifié. Je dirais que la période de la décolonisation intéresse beaucoup les romanciers. Je pense par exemple avec la trilogie de Thomas Cantalou, vous en avez un bon aperçu. Et puis surtout, c'est lié. C'est-à-dire que la Seconde Guerre mondiale et le gaullisme impliquent un certain rapport d'abord à ce qui est légal, illégal. On sait bien que pendant la guerre, se sont noués des liens entre, collaborateurs et résistants et des pègres diverses qui n'ont pas cessé ensuite. Et puis c'est de là que s'enclenche un phénomène de décolonisation manquée. C'est ce que nous racontent finalement tous ces romans. Puis vous avez par exemple Frédéric Paulin, qui alors avait fait sa trilogie Ben Lazare, et là je vous ai mis le premier volume de Nul ennemi comme un frère. C'est le premier volume d'une trilogie sur le Liban. Le deuxième sort en février, je crois, janvier ou février, chez Agulot. Et puis je vous ai remis Xavier Boissel, ça fait un peu, je fais de la pub, mais pardon, c'est juste que c'est une parution intéressante de ces dernières semaines. Ça clôt aussi une trilogie, un peu comme Pagan, il s'intéresse comme ça à des moments de rupture apparemment douce. Et là, il s'intéresse au moment du désenchantement qui a suivi les années Mitterrand. En fait, ça se passe en 86, le moment où la cohabitation va arriver, voilà, qui marque une nouvelle évolution. Donc on a tout ça. Ce que je n'ai pas signalé aussi, c'est que même si ça n'est pas tout à fait nouveau, ce sont aussi les territoires du noir qui sont plus variés. Tout à l'heure, je vous disais, le roman noir, pendant longtemps, ça a été avant tout le contemporain, c'était aussi l'urbain. Et vous le savez bien, on a depuis des années déjà, et Alice Jacquelin pourrait vous en parler mieux que personne, on a beaucoup de romans noirs dans la ruralité. Et donc donc c'est pas tout à fait nouveau, et elle l'explique très très bien dans son travail de thèse, mais c'est vrai que ces dernières années, il y a aussi des raisons sociales ou sociologiques à cela, économiques, avec la gentrification des villes qui relègue une partie des populations fragiles dans les campagnes et qui amène des problèmes dans les campagnes qui étaient jusque-là inédits.
Bref, tout ça pour vous dire que quelles que soient les formes que revêt aujourd'hui le roman noir, qu'il se situe à la ville, à la campagne, dans le passé, dans le présent, dans le futur, le roman noir se pose, et c'est peut-être ça sa spécificité, comme un contre-récit. Parce que quand il aborde l'histoire, par exemple, il essaye toujours de soulever les jupons sales de l'histoire. Il regarde ce qu'il y a dessous, ce qui est planqué derrière l'histoire officielle. Et donc, il se pose comme une contre-histoire officielle, et plus largement, quel que soit le sujet abordé, comme un contre-récit. Il essaye de dévoiler les mécanismes qui sont à l'œuvre, les mécanismes de domination, de fragilisation, et éventuellement, il s'attache à donner une parole ou une existence d'ailleurs à ceux qui ont été les vaincus, ou qui sont les vaincus de nos sociétés. Donc que ce soit des populations marginalisées, des populations un petit peu invisibles, ou bien sûr les vaincus de l'histoire. Donc vous avez la notion de contre-récit est très sensible dans le Corps noir de Manotti. C'est le roman par lequel elle en est venue à se tourner vers l'histoire, justement. Mais c'est aussi vrai, par exemple, je ne sais pas, pour Les visages écrasés de Marin Le Dain. C'est le roman qu'il a fait connaître, où il s'emparait des suicides chez France Télécom. Voilà, il a été en première ligne puisqu'il était lui-même un salarié de France Télécom. Vous avez cela aussi, alors dans le dernier Anne Lorker, qui se passe à la préhistoire, où on essaye de donner une autre vision de. Alors c'est aussi c'est du Anne Lorker, hein, donc c'est aussi amusant, mais je le trouve moins comique que d'habitude. J'ai aussi une tendresse pour un auteur qui n'est pas si connu que ça, c'est Sébastien Rézé, qui revisite la période dans ce roman-là de la désindustrialisation de l'Est. Alors il le fait de manière très différente d'un Nicolas Mathieu, par exemple, mais il en est lui aussi originaire, et voilà, c'est intéressant. Et puis bien sûr, je vous ai mis un autre Frédéric Paulin, c'est celui-là hors de sa trilogie, la nuit tombée sur nos âmes, qui revient sur un autre événement de l'année 2001, qui a été un peu écrasé par l'autre événement, mais c'est le sommet de Gênes et la répression ultra-violente des manifestations pacifistes et altermondialistes. Voilà. Donc on a voilà, cette notion de contre-récit. Hybridation générique aussi, vous le savez bien en tant que lecteur. On a des romans un peu étranges, je pense par exemple à Chénas, Bois au renard, où il y a des phénomènes un petit peu bizarres qui se produisent. Là, pardon, la définition est très mauvaise, j'ai pris une illustration dont la résolution n'était pas suffisante. La trilogie de Benjamin Fogel, elle est bien publiée chez Rivage Noir, mais c'est de la dystopie, hein. Elle réfléchit à l'évolution de nos sociétés, notamment par rapport à la question du numérique et de la société de contrôle et de surveillance qu'elle engendre. Dystopie aussi pour le dernier Hervé Lecor, hein, on ne l'entendait pas forcément ici. C'est à la fois dystopie qui est, je ne vais pas dire post-apocalyptique, c'est presque apocalyptique, enfin je ne sais pas, c'est assez inclassable. Du côté de l'espionnage, là c'est plus traditionnel, hein, du côté de DOA. Et puis le dernier, Laurent Guillaume, qui est à la fois un roman historique, un roman d'espionnage, un thriller, enfin voilà, il y a tout dedans. Sandrine Colette, hein, qui vient de recevoir le prix Goncourt des lycéens, qui hybride beaucoup les formes aussi. Bien avant ça, il y avait Dantec. Hein, vous vous souvenez de Dantec dans les années 90, Les racines du mal, il y a une très légère anticipation. Vous allez me dire, que fait ici Sébastien Vidal avec De neige et de vent? Je trouve qu'il hybride dans son dernier le roman noir et le western. Hein, il joue avec des codes, ce coin de montagne isolé. Et puis, Chevreuil, hein, c'est pour une autre raison, c'est que avec Schwartzman, avec Gendron, avec Anne Lorker, on a comme ça des auteurs de romans noirs qui versent de manière renouvelée dans la comédie policière, mais qui a quand même un propos sur nos sociétés. C'est pas juste de la gaudriole, il y a quelque chose d'assez fort qui est proposé.
Alors ça, je me suis dit quand même, j'ai essayé de leur faire une définition un petit peu unifiée, cohérente. Hein. Je vous laisserai là-dessus, on va pouvoir échanger si vous le souhaitez. Donc le roman noir, selon moi, hein, quand je prends en compte l'histoire du genre, bien, il a en commun avec l'ensemble des fictions criminelles de proposer un récit qui prend pour sujet la transgression criminelle. Il s'attache à comprendre une société ou un groupe social par le biais de la forme exacerbée de la violence et du crime. Il propose donc une lecture pessimiste et une représentation littéraire et symbolique des tensions et des conflits, révélateurs des dysfonctionnements sociaux et politiques. Voilà, c'est ce qui me semble rassembler l'ensemble des auteurs de Léo Mallet ou Simenon. Simenon qui saisissait très très bien dans ses romans l'avènement d'une classe moyenne, de la bureaucratie naissante. C'est pas le sujet principal, mais c'est quelque chose de fondamental dans les histoires qu'il raconte, même dans des Maigret d'ailleurs. On voit très très bien ça, jusqu'aux auteurs d'aujourd'hui. Puis je vous ai photocopié, alors c'est abominablement mis en page, je ne suis pas douée pour ça. Il n'y a pas longtemps, Corinne Nédé de l'association 813 nous avait demandé à Hervé Delouche et à moi-même de faire une liste. Alors au début, elle nous avait dit 10 auteurs les plus importants du XXe siècle dans le roman noir. Donc on a grignoté pour en mettre un petit peu plus, on n'arrivait pas, voilà. Et je vous ai mis là du coup au dos pour aujourd'hui une liste d'auteurs, cette fois du XXIe siècle, ou qui continuent à publier au XXIe siècle. Je pense par exemple à Richard Morgiev ou Caril Ferret, pardon. Qui sont des auteurs qui, à mon sens, comptent aujourd'hui. Alors, j'en ai mis, j'en ai enlevé, j'en ai remplacé, voilà, il en manque plein, vous allez voir, mais ceux-là me semblent apporter quelque chose d'inédit. Alors, ils sont classés dans l'ordre alphabétique. Il y en a que vous avez aperçu sur le diaporama, Xavier Boissel, Marion Brunet, qui est vraiment une autrice très intéressante, Anne Lorquer, Antoine Chénas, Benjamin Dierstein, Deloy, Caril Ferret, Benjamin Fogel, Marin Ledin, Jérôme Leroy, Louise May, qui est en train de devenir quelqu'un de très très intéressant. Elle était aussi au début, mais elle était plus dans le thriller. Et puis on voit bien qu'elle va de plus en plus vers le noir. Richard Morgiev, pas pour tous ses romans, mais voilà, Cherokee quand même, c'est un superbe roman noir. Frédéric Paulin, Sébastien Rézé et Romain Slocum. Voilà. Et pour le XXe siècle, alors on avait mis Jean Amila, Jean Becker, Joseph Vialot, Didier Deninx, Thierry Jonquet, Léo Mallet, Jean-Patrick Manchette, Dominique Manotti, Hugues Pagan, Jean-Bernard Touy, Hervé Prudon, Georges Simenon et Jean Vautrin. Il n'y a qu'une femme. Bien sûr, il y en avait plus que ça qui écrivait, mais c'était quand même un monde d'hommes. Le roman noir, à ce moment-là, éditorialement et dans les auteurs. Donc voilà, Manotti arrive quand même pour ce polycocotier avec quelques autres, Fred Vargas, Dominique Sylvain, Sylvie Granotier, mais voilà, maintenant ça va mieux. Mais elles sont quand même pas si nombreuses que ça dans le noir, dans le roman noir. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse de repartir avec une liste d'auteurs, je vous ai fait ça. Je m'arrête là peut-être parce que je vais les endormir à force. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Ouais. Je voudrais une remarque que j'ai travaillé sur Manchette. Ouais. Je considère effectivement que c'est un tournant, mais aussi sur une dimension que vous n'avez pas mentionnée, à mon avis, c'est le style aussi. Oui. Oui. Parce que c'est là que se joue plus l'imitation, entre guillemets, vis-à-vis du roman américain. Le behaviorisme, oui, qui pousse à ses limites. La notion du behaviorisme, c'est surtout à ce niveau-là que